Très bien, très bien. Bah, oui, tout à fait. Donc moi, je m'appelle Adrien Vieilletel. Donc je dirige une activité, l'activité intelligence artificielle de l'entreprise Assagne. Assagne, c'est une entreprise grenobloise. C'est une entreprise de microélectronique, c'est-à-dire que notre métier, notre compétence principale, c'est la conception de circuits intégrés, donc de puces électroniques. Depuis quelques années, on a une équipe, on a créé une équipe dédiée à créer des circuits intégrés spécialisés pour l'exécution d'algorithmes d'intelligence artificielle. Et donc moi, mon métier, il n'est pas du tout technique pour cette activité, il est avant tout du développement, le développement de l'activité. Donc ça passe par plusieurs axes. Ça passe par à définir des feuilles de route, une feuille de route R&D, c'est-à-dire de recherche et de développement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi on le fait et pourquoi on le veut. Donc un exemple, aujourd'hui, là, on est en train de travailler de concevoir un NPU ultra basse consommation. Il va partir en fabrication mois d'avril et on va le recevoir au mois de juillet. Et ensuite, on a 6 mois pour préparer des démonstrations, pour annoncer sa sortie et le présenter au CES de Las Vegas en janvier 2026. Voilà, donc ça c'est pour la feuille de route recherche et développement, mais il y en a d'autres. Il y a des feuilles de route commerciales, il y a des feuilles de route comme marketing. L'idée c'est de, on fait une technologie, mais ensuite il faut la promouvoir. Il faut la promouvoir et il faut trouver des personnes qui sont intéressées pour l'acheter. Euh, et donc, ça passe par à la fois identifier des cas d'usage, c'est-à-dire que notre technologie, elle répond à quel besoin. Et donc, il faut trouver un point de convergence entre nous, ce qu'on fait en interne, c'est-à-dire on va être un peu techno-push, c'est-à-dire qu'on va pousser notre technologie. Euh, et en parallèle, on va aussi aller chercher des partenaires industriels pour essayer de comprendre leurs besoins et ensuite trouver un point de convergence entre notre technologie et les besoins que eux ils ont. Donc voilà un peu en gros, sans trop rentrer dans les détails, mon métier aujourd'hui. Donc je suis pas un spécialiste du NPU, on va dire techniquement, mais par contre, on va dire que voilà, moi je suis plus axé sur les besoins, sur les cas d'usage. Euh, je vais plutôt voilà, axer mes réponses dans ce sens-là. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, n'hésitez pas, là je vais partir dans des monologues, mais n'hésitez pas à m'arrêter, à m'interrompre hein, si vous avez une question intermédiaire. Moi, je préfère que justement que ça soit un échange plutôt que je réponde bêtement à à la liste de vos questions. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un NPU? Un NPU, c'est une unité de traitement d'information à la manière d'un processeur, hein. C'est une puce électronique qui est spécialisée dans du calcul particulier, et en l'occurrence du calcul orienté pour les algorithmes d'intelligence artificielle, et notamment tout ce qui est tous les algorithmes d'intelligence artificielle donc on peut entendre ces dernières années, euh, et qui ont des architectures spéciales, c'est-à-dire sous forme de réseau de neurones. C'est-à-dire qu'en entrée, vous avez
Vous allez en entrée, par exemple, vous mettez une image. Donc, si votre image, elle fait 1024 par 1024 pixels, et ben l'entrée du réseau, ça va être 1024 fois 1024. Ça, c'est la taille d'entrée de votre réseau. Et ensuite, chaque pixel, donc chaque information va traverser différentes couches. Sur chaque couche, il va y avoir des opérations mathématiques. Et à la fin, en sortie de votre réseau, vous avez un nombre de sorties qui correspond aux différentes informations que vous voulez récupérer dans l'image. Si par exemple dans l'image, vous voulez compter des, euh, euh, des animaux, on va dire par exemple des chiens et des chats, et ben, en sortie, vous aurez deux, voire trois informations, c'est-à-dire il y a un chien, euh, il y a un chat, ou alors il n'y a rien du tout. Et généralement, avec ces autres informations, il y a une deuxième information qui est associée, c'est un seuil de confiance. C'est-à-dire que l'algorithme va vous dire, OK, là j'ai reconnu, je pense qu'il y a un chien à 70%. Donc 70%, c'est pas énorme. Nous, généralement, on s'attend plutôt à des seuils de confiance. On va entraîner des réseaux jusqu'à ce qu'ils atteignent des seuils de confiance euh, à 95, voire plus, voire 99%. Là, ce que je viens d'expliquer, c'est l'architecture d'un réseau de neurones. Donc, cette architecture, elle est avant tout, elle est logicielle. C'est-à-dire qu'elle peut très bien être exécutée sur un processeur. Aujourd'hui, les plateformes matérielles préférées des scientifiques qui travaillent sur l'intelligence artificielle, ce sont tout ce qui est, toutes les cartes graphiques NVIDIA. Euh, Parce qu'en fait, les cartes graphiques NVIDIA, elles sont spécialisées pour faire du calcul matriciel, donc du calcul sur des tableaux, puisqu'une image, c'est rien de plus qu'un tableau. Donc en fait, et un réseau de neurones, c'est aussi un tableau, puisqu'en fait, ben, chaque couche peut être considérée comme un vecteur, et du coup, chaque réseau peut être considéré comme une grosse matrice. Euh, donc voilà, c'est pour ça que on utilise aujourd'hui des cartes graphiques pour exécuter des réseaux de neurones. Maintenant, pourquoi il y a un NPU? Le terme NPU, en fait, on en parle depuis quelques années maintenant. Simplement parce qu'en fait, on veut, ben, il y a de plus en plus d'algorithmes d'intelligence artificielle. Donc la carte graphique, euh, elle est, elle permet d'exécuter ces algorithmes, mais c'est pas optimisé. Et c'est surtout pas optimisé en consommation. Vous avez une carte graphique, ça consomme 300 watts. Vous mettez 300 watts dans un téléphone, votre téléphone, il va pas tenir longtemps. Donc aujourd'hui, voilà, en gros, l'industrie sent bien que il y a de gros avantages à mettre des algorithmes d'intelligence artificielle un peu partout, notamment sur les téléphones. On pourrait y revenir justement pourquoi ils veulent les mettre sur les téléphones et pas sur les serveurs. Euh, donc, il faut optimiser les architectures matérielles. Et donc, c'est pour ça que voilà, est né le NPU, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont spécialisés dans la conception de circuits intégrés avec des opérations de calcul qui sont dédiées à l'exécution des algorithmes d'intelligence artificielle de type réseau de neurones. C'est ça, aujourd'hui, ils veulent en mettre un peu partout. Donc, aujourd'hui, vous êtes surtout familier avec tout ce qui est LLM. Et donc, le LLM, donc ChatGPT par exemple, mais il en existe plein d'autres. Notamment le chat de Mistral qui est très bien aussi. Mais vous avez aussi Copilot qui est très bien aussi pour faire du code, qui est proposé par Microsoft. Et en fait, il y a bah, l'un des problèmes, il y en a d'autres, hein, mais l'un des problèmes, bah, c'est la confidentialité des données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que vous allez utiliser DeepSeek? Voilà, vous l'utilisez en local. Et puis il y a des entreprises qui sont des entreprises, par exemple, dans la défense, qui ont des contraintes comme Thales, par exemple, qui ont des contraintes
des contraintes de confidentialité très fortes, ils peuvent pas utiliser, un LLM qui est sur un serveur dans un autre pays. Ils veulent pouvoir conserver leurs données. Mais c'est la même chose pour n'importe quel utilisateur. Euh, Vous êtes sur votre téléphone, vous voulez pas forcément partager vos données avec n'importe qui. Et donc, aujourd'hui, l'usage tend à ce que, il faut bien comprendre l'usage en fait, d'abord. Pourquoi en fait on va mettre l'intelligence artificielle partout. C'est-à-dire que euh, le LLM, il vous permet de gagner du temps. Aujourd'hui, faire un mail vous-même, bien rédigé, vous êtes capable de le faire. Faire une photo, un montage photo, vous êtes capable de le faire. Mais rédiger un mail bien rédigé avec les formules de politesse, etc., vous avez peut-être. Si on prend l'exemple de la lettre de motivation, vous allez regarder des exemples sur Internet, vous allez vous inspirer, vous allez la faire relire à vos proches, etc. Ça va prendre plusieurs jours. Donc, utiliser un LLM, vous lui donnez un peu les quelques éléments qui vous intéressent, et en 30 secondes, vous avez un résultat. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le LLM vous fait gagner du temps. Pareil pour le montage photo. Aujourd'hui, vous prenez un outil comme Photoshop ou GIMP, euh, et vous êtes capable de faire un montage photo ça va vous prendre 1 heure, voire plus, en fonction de vos compétences, mais vous êtes capable de le faire. Aujourd'hui, vous rentrez dans un prompt les informations que vous voulez pour le type de montage photo que vous voulez, et l'IA en 30 secondes vous génère l'image que vous souhaitez. Donc pareil, ça vous fait gagner du temps. Donc maintenant, prenons un exemple. Vous êtes sur votre téléphone et puis vous voulez organiser votre anniversaire. Et ben vous dites à votre téléphone, très bien, invite-moi telle et telle personne. On va faire exactement la même chose que l'année dernière. Donc tu prends cette photo de l'année dernière, mais tu nous vieillis d'1 an. Tu nous rajoutes des costumes de cow-boy parce que cette année on veut un thème sur les cow-boys. Et puis tu me génères un mail d'invitation pour toutes ces personnes. Voilà. Et ben en 30 secondes, vous avez envoyé votre invitation à tous vos amis. Donc c'est ça en fait, c'est ça, c'est un exemple de cas d'usage que va pouvoir apporter en fait l'intelligence artificielle, c'est que ça, voilà, ça nous fait gagner du temps. Et donc du coup, pourquoi en fait pourquoi du coup on parle de NPU? Parce que sur les téléphones, il va y avoir des circuits intégrés de type NPU qui vont être dédiés à certaines tâches sur votre téléphone. Par exemple, donc on a parlé de la confidentialité des données. Peut-être que vous n'avez pas envie de partager l'information de qui vous allez inviter, quand est-ce que vous allez le faire. Vous n'avez pas forcément envie de partager ces données. Euh, du coup, vous voulez que ces données restent en local sur votre téléphone. Donc, vous allez utiliser le NPU euh, euh, qui est dédié justement à exécuter un LLM sur votre téléphone. Donc là, on parle d'informations un peu banales, hein, ça reste un anniversaire, mais il pourrait y avoir des informations un peu plus critiques parce que ça pourrait être tous vos antécédents médicaux. Imaginez aujourd'hui, vous avez des antécédents médicaux et puis votre LLM en fait, il va vous dire ok très bien, mais là par rapport à ça, ce que vous me dites, non mais là allez voir le pharmacien ou non là c'est plus critique, il faut aller aux urgences. Donc, le premier point, pourquoi NPU sur un téléphone? C'est la confidentialité des données. Un des deuxièmes points, ça va être la réactivité. Si vous devez envoyer vos données sur le serveur, il vous faut une connexion Internet. Le fait d'avoir un LLM sur un téléphone,
eh bien, vous avez l'information directement. Vous n'avez pas forcément besoin d'internet, même si aujourd'hui on a internet partout. Mais en tout cas, le temps de réactivité est beaucoup plus rapide. Heu, alors c'est une très bonne question. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que l'intelligence artificielle, type réseau de neurones, c'est en plein essor. Donc en gros, il y a une sorte de tout le monde travaille dessus. Vous demandez à un jeune aujourd'hui, qu'est-ce qu'il veut faire? Bah, je veux faire soit de l'IA, soit de la finance. Aujourd'hui, tous les métiers, tous les jeunes se dirigent vers l'intelligence artificielle. En tout cas, une grande majorité des jeunes se dirigent vers l'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui travaille dessus, il y a beaucoup de monde qui est intéressé, il y a beaucoup d'argent qui est injecté, ce qui veut dire qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont être trouvées et ça va évoluer très rapidement. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Vous avez je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y avait Google qui travaillait sur, je crois que c'était DeepMind à l'époque, c'était il y a quelques années, en 2018, et ils avaient fait un algorithme par apprentissage par renforcement. C'est-à-dire que l'algorithme apprenait tout seul, il apprenait tout seul à jouer à un jeu vidéo. Je crois que c'était StarCraft 2, vous pouvez regarder, et l'algorithme, avait atteint un niveau qui rivalisait avec les grands maîtres du jeu. C'est le même algorithme qu'ils ont utilisé pour les échecs. Aujourd'hui, heu, pareil, ils sont devenus beaucoup plus forts que les humains et plus forts que les algorithmes, qui avaient été développés avant. Le problème du renforcement, l'apprentissage par renforcement, c'est que c'est ça demande énormément de ressources en apprentissage et donc aujourd'hui, cet algorithme, il est complètement abandonné. C'était très fort en 2018, mais en fait, il a été pour certaines à cause de ces contraintes, il a été, aujourd'hui, les gens se concentrent beaucoup plus sur d'autres architectures de réseaux de neurones. Donc pourquoi je dis ça? Simplement pour vous montrer que, ça évolue très vite et donc heu, ce qui existe aujourd'hui, ça ne sera pas forcément ce qui existera demain. Va y avoir forcément une consolidation des technologies. Donc aujourd'hui, ChatGPT, il fait, plusieurs milliards de paramètres. Donc en gros, c'est le tableau avec toutes les couches, hein, et chaque point du tableau, ça va être un paramètre. Il fait plusieurs milliards de paramètres, c'est énorme, hem, mais il y a des gens qui travaillent dessus pour compresser ces réseaux de neurones tout en garantissant les mêmes performances ou alors avec une perte de 1 par exemple. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 99 de performance, on aura 98. Donc il y a des gens qui c'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec DeepSeek. C'est-à-dire que DeepSeek a atteint les mêmes, j'ai plus l'ordre de grandeur de la taille en tête de la taille de l'algorithme de DeepSeek, mais au niveau efficacité énergétique, il est bien plus fort. Il est bien plus petit aussi comme modèle. Je crois que c'est le cas aussi pour le chat de Mistral et ils ont des performances qui sont tout à fait comparables. Donc effectivement, la tendance à terme, ça va être de diminuer, de compresser la taille de ces réseaux, tout en cherchant à avoir la même performance. Et donc après, voilà, il faut bien garder en tête que, ces technologies-là, elles évoluent très vite. Donc c'est ça, exactement, exactement. C'est la même chose on peut comparer ça avec l'histoire de l'ordinateur. Le premier ordinateur, il rentrait dans une grande pièce. Aujourd'hui, votre ordinateur, il rentre dans votre téléphone ou dans votre montre connectée. C'est ça, exactement. Oui.
Ben, effectivement, si on parle d'Orange, par exemple, mais pas que, chaque entreprise va tendre vers avoir son LLM, son propre LLM. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont utiliser leur modèle ils vont utiliser un modèle de fondation. Un modèle de fondation, c'est un LLM qui est pré-entraîné. Et ensuite, ils vont le spécialiser sur leurs données. Et donc, c'est très pratique parce que par exemple, vous avez Orange, vous avez un conseiller qui a une question d'un utilisateur. Et ben, cette question, il va la donner au LLM qui a été spécialisé sur les données d'Orange. Et du coup, il va apporter une réponse spécialisée à l'utilisateur. Et cet utilisateur, ça peut être soit un client externe à l'entreprise, mais ça peut être aussi un utilisateur interne à l'entreprise, un nouvel arrivant qui dit bah voilà, quelle est la procédure chez Orange pour faire telle ou telle chose, ou comment on rédige tel document, ou alors j'ai besoin de cette information juridique par rapport à cette entreprise. Hop, le LLM est spécialisé pour recracher l'information spécialisée qui appartient à Orange. Et après, donc, dans cet usage-là, on va plutôt être sur un serveur, c'est-à-dire un serveur, mais qui est interne à l'entreprise. Après, euh, ce serveur, aujourd'hui, c'est des serveurs, on va dire, avec du matériel NVIDIA, mais à terme, ça sera des serveurs spécialisés avec des puces, soit plusieurs puces NPU, soit une grosse puce NPU. Qui, oui, c'est une bonne question. Là, aujourd'hui, je sais pas dire. Là, à chaud, je dirais non. Parce qu'il y a des alternatives, on l'a vu, on en a cité une, c'est on achète un serveur, puis on exécute le NPU et chaque utilisateur de l'entreprise vient se connecter au serveur. Donc non, je pense que c'est des choses qui vont se faire progressivement. C'est-à-dire que nativement, les constructeurs d'ordinateurs portables, de serveurs, ils vont proposer des nouvelles fonctionnalités sur leur matériel et ils vont rajouter au fur et à mesure des NPU. Donc ça va se démocratiser dans les années à venir. En fonction, parce que là, en fait, effectivement, là, il y a des il y a des tendances d'usage qui sont fortes, comme le LLM, mais il y a des usages aussi qui vont émerger, qui vont prendre du temps qu'on va découvrir. Et donc, euh, et donc le- les usages comme le matériel vont se consolider, mais ça va prendre un peu de temps. Oui, ouais, c'est une bonne question. Effectivement, je suis en train je fais juste une petite recherche sur Internet. Hop, comme ça alors, parce que j'avais vu un truc différent. Donc, ouais, pour reprendre ta question, c'est une très bonne question parce qu'en fait, un NPU, donc je pense que vous l'avez bien compris, un NPU, c'est une unité de traitement qui est spécialisée
dans l'exécution d'un algorithme euh, d'intelligence artificielle de type réseau de neurones. Sauf que des architectures de réseau de neurones, il en existe plein. Alors, je peux essayer de... je vais partager mon écran, comme ça sera plus simple. Hop. Puis, vous pourrez faire des recherches sur le fenêtre. Alors, hop. Vous voyez vous voyez cette image là, ici? Non, attendez, hop. Une image inéluctable. Bon, il en existe plein d'autres, hein. Il en existe plein d'autres. Mais euh, euh, voilà, je vous invite à faire à faire des recherches pour lister un peu toutes les différentes architectures de réseaux de neurones qui peuvent exister. Et en fait, ces réseaux, ils vont être plus ou moins performants pour différentes tâches. Par exemple, nous, notre NPU, il est spécialisé dans le réseau CNN. CNN, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Convolutional Neural Network. Donc, c'est un réseau de neurones spécialisé dans des opérations de convolution. Et la convolution, c'est très fort pour reconnaître des objets dans des images, mais pas que. C'est aussi pour reconnaître en fait des patterns dans des time series, donc de type des données de type sonore ou de type accéléromètre, etc. Donc pour les images, ça va être reconnaître des objets, mais pour le son, ça va être reconnaître, par exemple, on va entraîner le réseau pour qu'il reconnaisse des mots. Par exemple, si je dis OK Google, eh ben, il y a un réseau de neurones qui écoute en permanence le bruit ambiant et dès qu'il reconnaît le mot OK Google, eh ben, il va réveiller le téléphone pour lui dire attention, là, il y a l'utilisateur qui veut t'utiliser. Voilà, ça c'est le réseau de neurones CNN. Donc en fait, et puis il y a un deuxième type de réseau, donc là qui est pas ici, qui est pas indiqué ici, réseau transformer. Euh, et le réseau transformer. Si je dis pas de bêtises, le réseau transformer, c'est celui qui est utilisé pour tout ce qui est LLM. Et lui, il est complètement différent du CNN. Et donc le transformer, lui, il va être très fort pour exécuter des LLM. Donc, si vous exécutez un LLM sur un CNN, il ne va pas se passer grand-chose. Et inversement. Donc, en fait, nous, notre NPU, il va être spécialisé, le NPU qu'on est en train de concevoir chez Assign, il va être spécialisé pour reconnaître des objets dans des images. Mais par contre, il va être inutile pour exécuter un LLM. Donc, pour répondre à ta question, oui, en fait, le choix de l'architecture que l'on met dans un NPU dépend de l'usage auquel il est destiné. C'est ça. Alors, pour les ordinateurs grand public, il va y avoir un seul type de NPU, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il va y avoir un point de convergence technologique où une architecture prend le dessus sur toutes les autres et offre le meilleur compromis. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec le processeur. Le processeur, ça offre le meilleur compromis parce que en termes de performance énergétique, de performance de calcul et de flexibilité, parce que vous pouvez coder plein de choses. Ça s'interférerait avec la mémoire. Ce que j'ai, alors, attendez, toc, mémoire, euh, système, chip, NPU. Est-ce que euh, est-ce que j'ai quelque chose qui me parle, qui est parlant?
Voilà, donc en fait, là, bah, là, on a un. Là, ici, on a un système on-chip. Un système on-chip, c'est-à-dire que c'est une seule puce. C'est une seule puce, c'est-à-dire un seul boîtier noir. Un boîtier. Alors, attendez, puce électronique. Je vous montre juste une image, comme ça, on est sûr de quoi on parle. Voilà, ça, c'est une puce. On est d'accord? Bon, en fait, ça, cette puce, c'est juste le boîtier. À l'intérieur du boîtier, il y a du silicium, puis intégré. Ok. Voilà. À l'intérieur du boîtier, peut-être même prendre ça. Voilà, ça, c'est l'intérieur d'un boîtier. C'est-à-dire qu'on a enlevé le capot noir du boîtier. Et en fait, ici, il y a le morceau de silicium qui est là. Autour du silicium, c'est du vide. Et on vient relier les entrées-sorties du boîtier avec des fils en or. On appelle ça des fils des wire bonding. Donc on vient relier les entrées-sorties du boîtier avec les entrées-sorties de ce morceau de silicium. Et vous voyez sur ce morceau de silicium, en fait, il y a plusieurs parties. Là, par exemple, ça peut être de la mémoire, là, ici, une unité de traitement, etc. Et donc, en fait, sur ce circuit, il va y avoir plusieurs fonctions. Donc, en fait, ce morceau de silicium réalise à lui tout seul un système complet, puisqu'il a plusieurs fonctions complexes. Et donc, si je reviens à mon schéma ici, et ben ce morceau de silicium, hein, ce truc-là, eh bien, ça peut représenter ça. C'est-à-dire que vous avez un processeur de type ARM, par exemple, qui est implémenté ici. À gauche, vous avez un module pour pour traiter toutes les informations qui arrivent de l'Ethernet. Vous avez de la RAM, le DMA, c'est tout ce qui permet, donc c'est Direct Memory Access, c'est tout ce qui permet les échanges avec la mémoire externe. Vous avez de la ROM, vous avez un module de boot pour démarrer le programme, et puis vous avez maintenant le petit nouveau qui est le NPU. Et donc les échanges vont se faire généralement avec des échanges mémoire. Là, celui-là, il est peut-être pas très bien représenté comme finalement. J'aime pas trop celui-là. Est-ce qu'on a une NPU là? On n'a pas de NPU. En fait, c'est de la même façon qu'une carte graphique, c'est-à-dire que le processeur, il va mettre des informations dans la mémoire et la carte graphique, elle va venir les chercher. Ça. Il a aussi sa mémoire embarquée. En fait, il a une zone mémoire qui est partagée entre lui et les autres périphériques, enfin entre lui et le processeur. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de l'image, et c'est dommage, là, je trouve pas d'image qui convienne. Euh, Prenons cette image, par exemple. Là, ici, il y a 8 CPU, il y a 8 processeurs sur cette puce. Donc, et là, ici, vous avez un ISP. Un ISP, c'est un bloc qui est spécialisé dans le traitement d'image. Donc, en gros, en gros, à l'extérieur, il y a une caméra. La caméra, elle envoie des images à l'ISP. Et l'ISP se charge, par exemple, de redimensionner l'image, de la mettre en noir et blanc, etc. Et donc, imaginez, vous avez une caméra à l'extérieur qui envoie un flux d'images à l'ISP. L'ISP conditionne l'image et l'envoie, par exemple, à la mémoire. Ensuite,
Le CPU, lui, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il cadence tout ce beau monde. C'est-à-dire que l'ISP, à chaque fois qu'elle reçoit une image, elle envoie une interruption au CPU pour lui dire, tiens, tu as une nouvelle image à traiter et je te l'ai mise dans la mémoire. Donc le CPU, il dit, bon, bah, très bien, cette image, est-ce que je la prends ou est-ce que je demande à quelqu'un d'autre de s'en occuper? Et ben, s'il y a un objet à- à identifier, à localiser dans l'image, et ben, il va dire, OK, NPU, tiens, prends l'image qui est en mémoire, et puis traite-la et dis-moi si tu reconnais qu'il y a une voiture dans l'image. Le NPU va chercher l'image dans la mémoire, la traite et renvoie l'information dans la mémoire. Et ensuite, il envoie une interruption au CPU pour lui dire, j'ai fini mon traitement, va chercher l'information, ce qui est en mémoire. Le CPU va chercher l'information, il voit qu'il y a une voiture dans l'image, et donc du coup, il envoie un texte au GPU qui se charge d'afficher à l'écran, il y a une voiture, il y a une voiture dans l'image. Exactement, c'est ça, ils sont complémentaires. Tout comme le GPU est devenu finalement un complément du CPU, c'est-à-dire que le CPU, il est tout à fait capable d'afficher des choses à un écran, par contre, il n'est pas spécialisé, ça lui prend plus de temps. Alors qu'un GPU, il est vraiment spécialisé pour afficher des choses à l'écran. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'architecture qui s'est dégagée dans un ordinateur, c'est un CPU plus un GPU. Et la tendance aujourd'hui, c'est NPU, GPU plus CPU. Voilà, tout dépend. Ça va dépendre ça va dépendre de l'application. Non, je pense qu'aujourd'hui, ChatGPT a quelques années devant lui. Mais ChatGPT, enfin, je dis ChatGPT, mais tous ses acolytes, hein, je pense qu'ils vont se livrer une petite compétition. Et puis, on n'est pas à l'abri que ChatGPT, dans quelques années, on n'en entende plus parler parce qu'il a été remplacé par une autre technologie. Euh, je- ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite, comme on l'a vu un peu avec DeepSeek. Et là, en fait, il faut regarder dans l'histoire. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Je prends un exemple. Je prends un exemple simple, hein, c'est dans les jeux vidéo. Si vous vous amusez à regarder sur YouTube ces graphiques qui ont la dimension temporelle, c'est-à-dire c'est des graphiques qui évoluent en fonction des années. Et vous regardez simplement les consoles qui se vendent le plus par an. Bah, vous verrez qu'en 1980, il y a des consoles qui aujourd'hui n'existent plus. Et aujourd'hui, il y a trois consoles. Il y a PlayStation, la Switch et la Xbox. Parce que le marché il s'est consolidé. Donc on est au tout début de la phase. Et donc d'ici 20 ans, difficile de dire qui sera encore présent. Et je pense que il va y avoir il va y avoir de belles évolutions. Ouais. Non, je pense que c'est déjà le cas, hein. Vous avez, je sais plus qui c'est qui fait ça. J'ai vu une pub sur un ordinateur portable qui intègre un NPU. Je me demande si c'est pas. Je vais retrouver.
Publicité. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, Copilot plus PC. De toute façon, ils travaillent tous dessus, hein. Apple, il travaille dessus. Euh, J'avais vu une pub sympa. Enfin, sympa. Ça soit la norme, je ne sais pas. Parce que comme je vous l'ai dit, en fait, ça évolue très vite. Les transformers, c'est une architecture qui est toute récente. Donc forcément, ça va se consolider. Donc ça devienne la norme, je ne sais pas. Euh, je peux juste vous dire que que ça évolue en fait. Ça va évoluer, que c'est sûr que il y a une véritable compétition qui a commencé. Donc forcément, en fait, bah, il y en a qui, il y a, tous les fabricants, tous les intégrateurs travaillent dessus. Mac travaille sur ses propres NPU. Microsoft aussi, Google aussi. Euh, mais après, en fonction des usages et en fonction des évolutions des technologies, ça va évoluer, ça va finir par se consolider. Mais ça a déjà commencé. Et aujourd'hui, euh, moi, par exemple, dans mon téléphone, j'ai reçu une notification de Google, enfin d'Android, qui me disait maintenant vous avez de l'IA sur votre téléphone et vous êtes capable de faire ça, ça et ça. Vous êtes capable d'automatiser certaines tâches, notamment de faire des recherches d'automatiser des recherches en prenant à partir d'une image, en entourant une partie de l'image. Et donc, c'est pas un NPU. Moi, j'ai pas de NPU sur mon téléphone. Il est trop vieux pour ça. Mais c'est le processeur qui s'en charge. Mais dans les téléphones nouvelle génération, eh ben Android va détecter qu'il y a un NPU et du coup va faire réaliser cette tâche par le NPU qui est présent sur le téléphone. Eh ben, les deux en fonction des cas d'usage. Mais effectivement, c'est les deux approches sont possibles. Alors Adobe, donc reconnaître des objets dans des images, alors la convolution, c'est plus pour reconnaître des objets dans des images, alors que pour générer des images, on est toujours sur de l'IA générative, donc on est sur les transformers, si je dis pas de bêtises. Euh, mais là, forcément, je pense que ta question est juste, hein, tu sens bien le truc, c'est-à-dire que euh, au bout d'un moment, on peut pas tout mettre sur le téléphone, donc il va falloir faire des choix. Et il y a forcément une architecture qui va prendre le dessus sur les autres. Et les gens, Hmm. Alors, technologiquement, je trouve ça super. C'est une super avancée. Pourquoi c'est une super avancée? Parce que
En fait, ça nous fait gagner du temps et ça nous rend, si si je sais, c'est un peu maladroit, mais ça nous rend plus intelligents. C'est-à-dire, là, je prends un exemple personnel. Aujourd'hui, je suis en train de refaire l'électricité dans ma maison. Et ben, j'avais sur mon tableau électrique, j'avais de vieilles références. Eh ben, j'ai regardé les références, j'ai mis les références j'ai donné les références à l'IA, elle m'a expliqué exactement comment ça marchait, qu'est-ce qu'il fallait. Alors, faut faire ça avec, faut prendre des pincettes, faut faire attention parce que, effectivement, c'est juste, enfin, ces informations sont à confirmer, mais ça m'a fait gagner du temps, ça m'a directement montré le chemin à suivre pour mes recherches. Et je pense que vous, c'est pareil aujourd'hui. Vous avez un cours, vous avez une question, vous demandez à l'IA et puis elle vous aide à avancer plus vite. Donc, en fait, c'est comme toute technologie, il faut apprendre à s'en servir. Ça, c'est important. Euh, Si je prends l'exemple de Photoshop, enfin en tout cas de tout ce qui est création d'images, eh bien, il faut apprendre à avoir un esprit critique sur les images qu'on voit. Il y a quelques années, l'IA générative n'existait pas, mais on pouvait très bien euh, prendre le visage de son professeur et en faire n'importe quoi avec, et en faire une photo crédible. Ça, on était capable. Aujourd'hui, l'IA, euh, elle vous permet juste de le faire en claquant des doigts. Donc, le problème est le même. Vous pouvez faire de mauvaises images euh, avec et qui portent atteinte à la vie à la vie de vos professeurs, par exemple. Sauf que vous pouvez le faire plus rapidement. Donc, on va être exposé à beaucoup plus d'images qui sont trafiquées. Et donc, avant, c'était déjà important d'apprendre à reconnaître une photo qui était truquée d'une photo qui ne l'était pas. Aujourd'hui, c'est d'autant plus important parce qu'en fait, on va en voir tout le temps. Donc, euh, et puis l'IA, on le voit bien, hein, l'évolution de l'IA sur la génération d'images est de plus en plus performante, ce qui fait que ça va devenir de plus en plus difficile. Donc, l'attitude qu'il faut avoir maintenant, c'est qu'automatiquement, ne pas croire ce qu'on voit et confirmer. Et juste confirmer, ok, il y a cette image-là, et ben je vais essayer de trouver par moi-même, par d'autres biais, euh, en questionnant des professeurs, en questionnant sa famille, en faisant des recherches sur Internet, juste pour confirmer cette image. Si elle nous interpelle, on confirme, on trouve d'autres façons de confirmer cette image. Mais aujourd'hui, voilà, il faut qu'on change notre posture vis-à-vis des informations. Enfin, c'est qu'une, c'est qu'une partie de la réponse. Et effectivement, est-ce que ça va remplacer des métiers? Oui, ça va remplacer des métiers. Vous avez, bah, euh, je pense aux notaires aujourd'hui, aux notaires, aux juristes, euh, aux médecins. ChatGPT, enfin tous les LLM, toutes les IA génératives sont beaucoup plus fortes que n'importe quel humain pour aller chercher des informations auxquelles on ne pense pas, et beaucoup plus rapidement. Donc, forcément, ils vont pouvoir travailler plus vite. Est-ce que ça va remplacer leur métier? Non, parce qu'il faut toujours, dans le cadre de la médecine, de la santé, il faut toujours qu'il y ait un humain qui valide derrière. Par contre, leurs métiers vont être transformés. Et ceux qui prennent pas le train en route vont être, vont avoir du retard.
Bah, je vous en prie. Et ben pour moi aussi. J'espère que oui, très bien. Et après, n'hésitez pas, là, je vous ai montré des images, mais n'hésitez pas justement à creuser aussi de votre côté. Mmh. Voilà, puis n'oubliez pas que sur les architectures, il peut y avoir des choses un peu hybrides, c'est-à-dire que, dans les années à venir, on pourrait très bien, avoir, un CNN associé à un transformer, par exemple, pour profiter un peu des avantages, des 2. Bah, je vous en prie. Bah, merci à vous aussi. Bonne continuation, bonne, dernière année. D'accord. Ouais, très bien, avec plaisir. Bonne journée. Au revoir.